Bonjour à tous. On va commencer, même s'il va y avoir des retardataires, mais en tout cas, merci d'être là. Merci à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à l'équipe de Bénédicte Leclerc de nous accueillir chaque année avec autant de professionnalisme et de bienveillance. Merci au groupe Botanique, qui est notre mécène et qui est une jardinerie engagée de plus en plus sur la cause animale et déjà sur tout ce qui est anti-pesticides, etc. J'en profite pour vous dire, avant qu'on démarre, éteignez vos portables ou mettez-les sur zone sur silencieux pour qu'on puisse, parce que ces conférences sont enregistrées, bon, pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Si vous avez des amis qui veulent suivre et qui ne peuvent pas venir, qui ont un embouteillage, je ne sais pas quoi, on est en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis, dernière chose, je souhaite la bienvenue à nos amis malvoyants parce qu'il y en a beaucoup qui vont suivre cette journée. Et donc, vous verrez, on essaiera toujours de décrire les visuels et les photos pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il se passe. Et donc, alors, le programme, vous l'avez. En tout cas, ce matin, on démarre avec François Sarano qui va nous parler d'un animal magnifique et malheureusement mal aimé et martyrisé par les hommes, c'est le requin. Et puis cet après-midi, on parlera des perroquets qui peuvent être très utiles pour les jeunes en difficulté en médiation animale, ce qui est assez rare, parce qu'en général, en médiation animale, on est plutôt sur les chats, les chiens, pas tellement les chats, les chiens, les chevaux, mais en tout cas rarement les perroquets. Ensuite, on parlera des abeilles, qu'est-ce que pensent les abeilles, et puis on aura une table ronde sur l'animal médecin, et vous verrez que les animaux ont déjà beaucoup de talent, mais en plus, ils savent se soigner eux-mêmes. Alors, on va démarrer tout de suite avec François. Donc, bonjour François Sarano. Bonjour Yolène Delavigne. Bonjour à chacun. Merci beaucoup. Alors François, vous êtes un plongeur professionnel, océanographe, chef d'expédition pendant 13 ans sur la Calypso, mythique la Calypso, auteur de nombreux ouvrages, beaucoup sur le cachalot, parce que vous êtes un spécialiste du cachalot, des baleines aussi, chez Actes Sud. Et là, vous venez de publier chez Actes Sud Au nom des requins, qui, pour réhabiliter ces animaux qu'on connaît incroyablement mal. D'ailleurs, en général, comme tous les animaux mal aimés, comme les corbeaux, comme les pigeons, comme tous les animaux qu'on n'aime pas. Alors, et tous les gens qu'on n'aime pas. Tous les gens qu'on n'aime pas. Mais c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Ouais, c'est bien de faire le parallèle. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez votre coup de foudre pour les requins, parce qu'au départ, vous étiez plutôt sur les cachalots, avec un tête-à-tête avec une femelle grand requin blanc. Alors, d'abord, juste une chose, tout ce que Yolène, tu as dit, c'est formidable. En plongée, on est toujours en équipe. On n'est jamais seul. Donc, tout ce que je vais dire, je vais souvent employer le jeu. C'est par facilité de langage. Comprenez un nous. On n'explore jamais tout seul sous l'eau. Il y a toujours des gens avec vous. Donc, ces rencontres, même si elles sont intimes parce que la relation s'établit avec l'animal, elles sont partagées avec le caméraman, avec le photographe, avec la logistique qui est au-dessus. Une rencontre exceptionnelle. Au cours du tournage du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, pour ce film formidable qui devait parler de l'ensemble de la mer, j'ai proposé à Jacques d'aller à la rencontre du grand requin blanc. Pour essayer de montrer qu'il était possible de nager en paix avec lui, sans protection particulière, et essayer d'aller à l'encontre de ce que malheureusement le très bon film de Spielberg a imprimé dans nos têtes. Donc, rencontre avec plusieurs requins blancs jour après jour, des rencontres qui étaient un petit peu difficiles, c'était des face-à-face, bref, il n'y avait pas de rencontre. Le requin arrivait, j'essayais de me positionner pour nager avec lui, et puis ça ne se passait pas si bien que ça, parce qu'il tournait, ou elle tournait, c'était des grosses femelles, grosses, 5,50 m, 1,5 tonnes, dans le Grand Bleu. Ah, c'est impressionnant, ouais. Ça fait des gros animaux, très gros animaux. Et puis ils sont encore plus gros parce que inévitablement, même nous qui avons l'habitude de nager avec les requins, on est dans cet imaginaire
qui revient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Tous les jours, on nous redit le requin prédateur, le requin. Donc, quand on est face à un animal comme celui-ci, ici, c'est une femelle qui s'appelle Lady Cathy. Là, c'est Lady Mystery. On verra ça. C'est donc des grands animaux formidables. Voilà, on vous voit avec les requins. On voit que vous n'avez pas l'air d'avoir très peur. Ouais. Alors, on va voir la petite séquence. Mais alors, je voulais juste dire une petite introduction. C'est après des jours et des jours de plongée avec des dizaines de requins différents que l'avant-dernier jour de tournage, une femelle, plus grosse que toutes les autres, a accepté que je nage à ses côtés. Parce qu'il est très facile de se retrouver face à face comme ça avec un requin. Beaucoup plus difficile d'être dans cette situation-là. Alors si on peut passer la petite séquence, elle va durer 1 minute, vous allez voir. À partir du moment où elle était plus grosse, ça veut dire que ça serait une grand-mère ou on ne sait pas ça? Non. On n'en sait rien. Si, la taille 5,50 m, un petit peu comme celle-ci, donne une idée de son âge. Elle doit avoir entre 35-40 ans. Et donc, elle est vraisemblablement grand-mère parce que la maturité sexuelle des requins blancs est aux environs d'une dizaine d'années. Donc, si elle a eu à 10 ans un petit, là, à 40 ans, son petit a lui-même dû avoir d'autres petits. Voilà. Alors on va voir cette vidéo de la notion rencontre. de grand-mère chez les requins n'a pas beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas de transmission. Le requin abandonne donc ses petits après la naissance, une sorte d'accouchement. Et donc, quand dans notre imaginaire on parle grand-mère, tout de suite il nous vient l'idée de cette descendance. On transmet ce qu'on a eu et on transmet sa culture, tout ça. Chez les requins, il n'y a pas ça. Hein. C'est le petit est livré à lui-même et la mère ne s'en occupe pas du tout. Et si par malheur le petit reste trop longtemps près de la mère, elle peut le croquer. Donc carrément, il n'y a pas du tout de relation parentale, filiale. C'est rien du tout. Donc aucune transmission. Est-ce qu'on peut diffuser la vidéo? Voilà. Donc ces images ont été tournées par Didier Noireau et puis les photos que vous avez vues par Pascal Cobet. C'est des images donc pour le film Océan. Et voilà cette fameuse rencontre. Nous étions là avec David Reichert. On a été emporté très loin du bateau par un courant qui était très fort. Et peut-être parce que c'était un endroit plus éloigné du bateau, cette grande femelle requin blanc donc m'a accepté. Incroyable. Donc vous nagez à côté d'elle. C'est extrêmement paisible. Voilà les vraies dents de la mer. Donc cette femelle, Lady Mystery, est une sœur du requin que Spielberg a déifié dans son film. Voilà. Mais ici, il n'y a que paix, sérénité. C'est un moment de plénitude incroyable. Il est bref, il dure 1 minute 17, c'est pas très long, mais cette acceptation par un grand requin de laisser un animal qui est autre que lui dans sa bulle d'intimité, hein, j'étais à quelques centimètres d'elle, c'est tout à fait les Surtout que vous pourriez faire du mal, vous pourriez très bien, donc elle est quand même en grande confiance. Elle a considéré qu'elle était suffisamment puissante, ou en tout cas que je ne présentais pas de danger, et cette acceptation est très très rare. Les requins ne laissent pas d'autres animaux rentrer dans leur bulle d'intimité. La bulle d'intimité, c'est une sorte de bulle vibratoire qui fait à peu près la longueur, le diamètre, c'est la longueur du requin. Pour un requin qui fait 5 mètres, en général, il ne laisse pas rentrer un individu dans cette sphère de 5 mètres de diamètre qui les entoure. Donc, c'est un moment exceptionnel. Et j'insiste sur le fait que c'est un moment de paix. Et je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. On a vécu ça avec mes camarades des dizaines de fois.
nous sommes des dizaines de plongeurs à avoir nagé avec des dizaines de requins blancs différents. Ici, à Guadeloupe, c'est dans le Pacifique, mais je l'avais fait aussi avec l'équipe de Christian Pétron en Afrique du Sud beaucoup plus tôt. Je l'ai refait avec mon ami René Euzé plusieurs années après, dans le même endroit. J'ai retrouvé les Mystery. Il ne s'agit pas d'un cas particulier. Le cas particulier, c'est l'histoire de Spielberg. Ici, je dirais que statistiquement, ça a une certaine valeur. Hein. Nous avons nagé avec des dizaines de requins et à chaque fois, cela a été des moments de paix. Jamais, 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 il n'y a eu le moindre incident et jamais non plus nous nous sommes sentis dans une situation où l'animal très inquisiteur nous aurait mis en danger. C'est ça la réalité. Alors justement, avant que vous nous décriviez cet animal qu'on connaît très mal, rappelons la situation qui est dramatique. C'est-à-dire qu'en 50 ans, il y a 90% des requins qui ont été tués par l'homme. En fait, ils ont la double peine. Ils ont d'un côté l'éternelle avidité et cruauté humaine, hein, notamment avec les ailerons, où on leur coupe les ailerons pour les laisser agoniser pendant 2-3 jours, tout ça pour faire de la soupe. Et puis la culture, avec, notamment les dents de la mer. Alors, avant qu'on parle de la connaissance, je voudrais que vous nous rappeliez que en effet, la culture, c'est vraiment une question de regard, parce qu'il y a eu des peuples qui ont considéré le requin comme un dieu, je pense à la Polynésie, ou comme un ami. Vous parlez des chasseurs de thon au 19e siècle dans votre livre. Alors, les terriens en général, qui ne connaissent pas la mer, qui voient juste une surface, et sous cette surface, un monde peuplé de monstres, ont peur des requins. Les peuples marins, qui sont les peuples polynésiens, eux, ont une mythologie qui est peuplée d'êtres marins. Nous, c'est les ours, c'est les loups, c'est les tigres, les tortues. Mais les peuples marins, ils ont comme dieu des animaux marins. Et parmi ces animaux marins, les requins. Et ces requins sont des animaux, le plus souvent, bienfaiteurs, qui viennent les aider dans leur navigation ou quand ils sont en danger. Ce sont les requins qui viennent les aider. Ça, c'est pour les peuples polynésiens, qui sont les rares peuples de vrais marins. Cas particulier en France, à la fin du 19e, début du 20e siècle, les pêcheurs de thon considéraient l'arrivée des requins blancs en Méditerranée comme une bénédiction. Requins blancs qui étaient alors extrêmement abondants. Il y a très peu de requins blancs aujourd'hui en Méditerranée parce qu'ils ont été massacrés par la pêche et au début du siècle, il y en avait encore beaucoup. Et donc ces requins blancs suivaient les bancs de thon pour se nourrir. Et lorsque les bancs de thon à cette époque-là étaient encore extrêmement denses, il y avait des milliers et des milliers de très gros thons, et que les requins blancs attaquaient ces bancs de thon, eh bien, les plus gros thons s'échouaient sur les plages à Nice. Il faut lire et relire un auteur montpelliérain qui s'appelle Marcel de Serres, un scientifique qui a publié un ouvrage sur les migrations des animaux en général, mais qui a beaucoup étudié les animaux marins et ceux de Méditerranée, et qui relate les dires des pêcheurs et statistiques de pêche à l'appui. C'est extrêmement bien documenté, et donc il montre que il y a un peu plus d'une centaine d'années, la mer Méditerranée était largement peuplée de grands requins, requins blancs, requins marteaux, l'amnanasus et le requin taupe, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Qui sait que jusque dans les années 80, il y avait des requins marteaux dans le sud de la Méditerranée. On en voyait beaucoup du côté de la Sicile, on en voyait beaucoup sur les côtes algériennes, tunisiennes. Aujourd'hui, requin marteau en Méditerranée, c'est inimaginable. Et tous les autres requins sont effectivement en Méditerranée. Toutes les populations sont en danger d'extinction. Le requin bleu, qui est un requin qui est très prolifique et qui, normalement, se sort pas mal des situations les plus difficiles de pêche, eh bien, aujourd'hui, en Méditerranée, est en danger critique d'extinction. Alors, pour donner une autre image
du requin, parce que c'est une de vos batailles. On va comme ça prendre quelques éléments qu'on commence à connaître un peu mieux sur alors, puisque vous nous avez photographié des femelles. En fait, ce sont des femelles libérées, les femelles requins. Elles gardent le sperme dans une glande pour le féconder quand ça les arrange. Ça, je trouve ça excellent, parce que nous, ça nous arrangerait bien. Et le requin léopard, elle se passe carrément de mal, elle se débrouille toute seule. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même cette particularité des femelles requins? Alors, d'abord, femelle requin, il y a plus de 400 espèces de requins. Donc, sous le vocable requin, vous avez des très gros requins, vous avez des très petits requins. Le requin blanc n'est que l'un parmi tous les autres qui ont des sens et des comportements extraordinaires. Et donc, chez les requins, qui ont tous une fécondation interne, c'est-à-dire que chez tous les requins, pour la reproduction, il y a un accouplement, où le mâle va introduire une sorte de pénis dans le vagin de la femelle. Et bien, après ça, il y a une différence. Il y a des requins qui vont pondre des œufs, comme les oiseaux. Il y a des requins qui vont voir le développement du petit se faire comme chez les mammifères, comme chez nous, directement nourri par une sorte de placenta de la femelle. Et puis il y a des requins qui sont entre les deux. Les œufs vont se développer dans l'utérus maternel, et lorsque le petit est complètement formé, la mère va accoucher d'un petit qui est tout de suite indépendant. Donc il y a déjà 3 types de reproduction chez les requins. Et chez certains requins, la particularité est de pouvoir conserver le sperme. Il y a beaucoup d'animaux qui font ça, pas mal, oui, dans une poche, et de l'utiliser au moment où la fécondation est le plus favorable. Et chez certains requins, on a en aquarium constaté qu'il y avait pu avoir une parthénogynie, c'est-à-dire que la femelle s'était passée de mâles, et il y a eu des naissances de petits requins sans mâle. Et comment elle fait? Parce que Alors, si ça s'est passé en aquarium, ça se passe forcément dans la vie sauvage. Oui. On peut le constater en aquarium, c'est assez facile, puisqu'on est là et qu'on voit bien qu'il n'y a pas de mâle. Oui, dans la vie sauvage, c'est compliqué. Et dans la vie sauvage, c'est très difficile. Il est exceptionnel d'assister à un accouplement. Depuis quelques années, la multiplication des explorations et des caméramans qui vont un petit peu partout dans le monde à la rencontre des requins a fait que certains ont eu l'occasion de filmer ces accouplements très rares. Didier Noireau, par exemple, qui est un caméraman avec lequel on a beaucoup travaillé sur la Calypso et sur le film Océan, a filmé de façon assez remarquable un accouplement, mais c'est exceptionnel. Et la mise bas, c'est encore plus rare de la voir. Certains biologistes ont observé la mise bas de requins citrons, et qui sont eux des requins qu'on appelle placentaires. Ils n'ont pas un vrai placenta, mais le petit donc s'est développé dans l'utérus maternel, nourri par les vaisseaux sanguins de la mère, et quand elle accouche, le petit doit rompre cette sorte de cordon ombilical avant de quitter sa mère très rapidement. Pour pas se bouffer. Voilà, et puis il file vers les mangroves pour éviter les dents de sa mère. La vie commence difficilement dès le début. La vie commence difficilement. Et c'est intéressant parce que chez ces animaux-là, il n'y a pas de culture, parce qu'il n'y a pas de transmission culturelle. Les petits requins ne reçoivent rien d'autre que les gènes de leurs parents, mais ils ne reçoivent pas d'informations qui pourraient être transmises, contrairement aux mammifères marins, et qui protègent leurs petits, qui allaitent leurs petits, et qui, pendant des années et des années, leur transmettent de l'information, ou tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut transmettre, de l'amour, etc. Chez les requins, il n'y a pas de ça. Ce qui fait que les requins ne semblent pas avoir, comme les mammifères marins, de culture. Et c'est quelque chose qui est très important. Donc les innovations que certains individus peuvent faire, eh bien, ne sont pas transmises. Parce que les requins ne sont pas non plus des animaux très sociaux. Ils sont souvent, certaines espèces sont grégaires,
On a montré que chez ces espèces qui sont grégaires, il y avait des individus qui pouvaient avoir des affinités particulières, bien qu'il n'ait pas de lien de parenté. Ça veut dire qu'il y a bien des personnalités qui sont différentes, parce que je m'accorde avec lui et pas avec l'autre. Mais hormis l'observation directe de son voisin, et ainsi pouvoir apprendre quelque chose, il n'y a pas de transmission intergénérationnelle. Oui, mais alors, je trouve que c'est un débat vraiment intéressant parce qu'en effet, il n'y a pas de culture puisque c'est pas transmis par la mère, mais on voit bien qu'ils ont une forme de, alors on peut peut-être appeler ça autre chose que la culture, Oui. en imitation avec une importance du groupe, et notamment, on a toujours pensé que le requin était un animal solitaire. On découvre quand même que ce n'est pas le cas. J'ai 2 exemples dont vous parlez dans votre livre. Hein. Les techniques de pêche en commun, ça j'aimerais que vous nous en parliez. Et puis, ça, ce que j'adore, le White Shark Café, le café où il se retrouve pour séduire les femelles, c'est quand même génial, quoi. Alors, 2 choses. Requin solitaire, le requin blanc est un solitaire. Même si, nous allons le voir, il se rassemble par moments au milieu de l'océan Pacifique au cours de leur migration. Les requins blancs sont des grands migrateurs dans une zone relativement profonde qui est vers 600-700 mètres de profondeur, que les scientifiques ont appelé le White Shark Café. Et on ne sait pas très bien s'ils s'y retrouvent pour être ensemble, ce que je ne crois pas, ou s'ils se retrouvent là parce qu'il y a abondance de nourriture. Dans cette zone mésophotique, une zone profonde où il y a beaucoup de petits calmars et de poissons, ce qu'on appelle les poissons lanternes, les myctophidés, qui attirent là encore 2 grands prédateurs qui sont les espadons et les thons. C'est un endroit très favorable pour que les requins qui sont sur leur route migratoire trouvent de la nourriture. Mais c'est pas au moment de la reproduction. Je crois que c'était un moment de reproduction. La reproduction se fait près de l'île de Guadeloupe, où nous sommes là en ce moment avec ces grands requins. Et les femelles et les mâles s'y retrouvent. Les mâles arrivent au mois d'août, les femelles arrivent en novembre. Et pendant 3-4 mois, ils sont ensemble. Et visiblement, c'est ici que se passe la reproduction. Les femelles vont, lorsqu'elles ont été fécondées, vont partir pour une migration de 2 années. Et elles vont aller très loin. Certaines femelles partent donc de Guadeloupe, qui est pas très loin de la côte mexicaine, de la Basse-Californie, et elles peuvent aller jusqu'à Hawaï. Elles peuvent faire donc des milliers de kilomètres à travers le Pacifique, avec cette fameuse étape au White Shark Café, qui est au milieu du Pacifique. Et ce grand cycle de 2 ans va les amener du côté de la mer de Cortés. Donc elles passent la pointe de la Basse-Californie, elles vont rentrer en mer de Cortés, et il y a là, puisqu'on voit les petits, une zone de mise-bas. Personne n'a jamais vu de mise-bas, on ne sait pas où ça se fait, on ne sait pas quand ça se fait, mais on voit beaucoup de petits requins blancs dans cette zone-là. Donc ils se regroupent, elles se regroupent pour mettre bas ensemble. On supposerait. C'est un endroit où elles viennent mettre bas. Le regroupement, je ne pense pas que ce soit un regroupement par affinité, c'est plutôt un regroupement parce que le lieu et l'environnement est favorable, soit la mise bas, soit la nourriture. C'est sécurisant pour elles, sans probablement, doute, non probablement. On n'en sait pas grand-chose. En revanche, il y a des requins qui sont grégaires, les requins marteaux, les requins à pointe noire. Il y a des tas de requins qui sont grégaires, donc qui sont en permanence en groupe. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y a des associations très fortes au sein de ce groupe. Hein. Mais un scientifique qui s'appelle Johan Mourier, qui a beaucoup travaillé sur les populations de requins à pointe noire, a montré qu'au sein de ces populations qui semblent être formées d'individus totalement indifférents aux uns aux autres, il y avait des affinités, c'est-à-dire que certains individus se retrouvaient toujours ensemble, sans pour autant avoir des liens de parenté, des liens génétiques. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose qui réunit des individus qui est d'un autre ordre que le lien parental, et il n'y en a qu'un autre, hein. C'est un lien social, une affinité. C'était parce que c'était lui, c'était parce que c'était moi. Et ça change tout, parce que tout d'un coup, cela montre qu'au sein même de ces requins qui semblent une sorte de masse indifférenciée, il y a des personnalités. J'insiste là-dessus. On ne peut pas s'associer au hasard à quelqu'un et rester avec lui si c'est le même que le voisin.
on ne peut s'associer à quelqu'un que s'il est différent du voisin. Et donc s'il est différent, c'est qu'il n'a pas simplement un caractère, mais une personnalité qui est celle qui s'accorde avec la mienne. Et j'insiste sur le mot personnalité parce que il y a une différence entre identité et personnalité. L'identité, c'est une surface génétique. Chaque être vivant a son identité génétique. Et la personnalité, c'est une construction qui est dynamique sur cette identité génétique. C'est-à-dire qu'à chaque expérience, pour peu que l'animal ait un peu de mémoire et puisse analyser ses expériences, il se modifie, il modifie sa personnalité et donc petit à petit se différencie de son voisin. Oui, vous dites dans votre livre qu'il y a des requins dominants, des requins peureux, des requins curieux. Non seulement ça, mais si, et là encore on le voit parce qu'il y a eu des expériences en aquarium, si on met ensemble différents requins, non seulement ces requins vont montrer dès le départ des capacités particulières, il y a des requins qui très vite vont arriver à trouver la nourriture qui est cachée, d'autres qui ne la trouvent jamais, des requins qui vont comprendre qu'il faut suivre celui qui trouve très vite des requins qui ne les suivront jamais, bref, il y a déjà des identités particulières. Mais petit à petit, il y a transformation des uns et des autres en fonction de ceux avec qui ils sont. Et lorsqu'après, on les remet dans une situation où ils sont à nouveau avec de nouveaux individus, on sent qu'ils ont appris, que leur personnalité a changé et que petit à petit, ils vont s'associer avec d'autres avec lesquels ils ne seraient pas associés. Bref, le requin, et en particulier ces espèces comme le requin blanc qui ont une durée de vie très longue, hein, c'est 60 ans, 70 ans, on estime ça, ont une possibilité de modifier leur personnalité, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, et petit à petit, comme chacun a une expérience propre, ils construisent leur histoire propre. Alors, comme justement vous parlez d'identité, de regroupement, on s'est aussi rendu compte que souvent ils pêchent. Ils ont des techniques de pêche, ils se regroupent à certains moments, quitte à se reséparer. Donc ils ont quand même une vraie vie sociale. Alors comment ça se passe ça quand ils sont des bandes de pêcheurs ensemble Là encore, deux situations. La première, les rassemblements opportunistes. Requins gris, requins à pointe blanche, chasse de nuit. Les requins à pointe blanche ont une capacité à fouiller dans les interstices et à dégager les poissons qui sont cachés. Les requins gris sont des requins qui sont plus chasseurs de mi-eau. Leur association opportuniste fait que la chasse est meilleure pour chacun d'eux. Donc on tire parti de ce rassemblement opportuniste. Là, ils se partagent le boulot. Il n'y a pas un chef qui dirige. Non, je sais pas quoi, ils se partagent le boulot. Non, il n'y a pas de chef. En revanche, chez le requin plané, qui est un requin un peu particulier, qui a 7 fentes branchiales, qui est différent de tous les autres requins, alors là, il semble qu'il y ait une organisation. C'est-à-dire que les requins, le groupe de requins planés s'organise de telle sorte à chasser avec des rabatteurs, des guetteurs, et ils arrivent à chasser des dauphins, ce qui est absolument exceptionnel, parce que habituellement les cétacés mettent plus souvent à mal les requins que les requins n'arrivent à attraper de dauphins. Malins, les dauphins. Et là c'est une organisation. En deux mots, il semble se répartir à la fois le positionnement dans la masse d'eau et la technique de chasse consiste encore une fois à avoir certains animaux qui contournent les dauphins et qui les rabattent sur ceux qui restent en embuscade. Donc ça, il y a eu deux témoignages filmés qui ont montré cette sorte de pêche organisée, et c'est tout à fait exceptionnel. Vous vous rendez bien compte qu'il faut être sur le terrain au moment de la chasse pour pouvoir témoigner de ça, et on ne peut pas en témoigner en aquarium. Par conséquent, il est extrêmement difficile de montrer comment ces requins s'organisent, et là, visiblement, il y a une organisation, ce qui change du tout au tout, parce que s'il y a organisation, ça nécessite communication, et une communication élaborée, très élaborée. Or, les requins sont parmi les rares animaux qui n'émettent aucun son. Rien. Même les tortues émettent des sons. Tous les vertébrés supérieurs émettent des sons.
Oui, sauf ouais. les requins. Mais ils ont Les requins et les raies, ils n'émettent pas de son. Ça veut dire que s'ils n'émettent pas de son, la communication ne peut se faire que par vibration. On peut avoir des mouvements vibratoires particuliers qui alertent les autres, ou des positions, mais on ne sait pas très bien comment, hors champ visuel, ils communiquent entre eux. Quand on est dans le même champ visuel, bah oui, on peut avoir des attitudes, c'est bien. Nous, les plongeurs, on sait parfaitement que lorsque le requin commence à baisser ses ailerons et puis à se contorsionner, c'est là une signification. Ça veut dire qu'il est assez énervé, qu'il souhaite que l'on s'en aille. Enfin, bon, on comprend ça. Mais comme les requins ne sont pas des grands visuels, hein, on n'y voit rien dans l'eau et les requins ne font pas exception à la règle, ils y voient mal. En mer, on ne voit pas à 15-20 mètres de distance de façon distincte. Et encore dans les eaux claires. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas comment ils communiquent pour s'organiser ainsi. Alors, avant qu'on parle des sens, parce que là, les sens, c'est incroyable, juste une petite question toujours pour le Shark Café. Vous allez me dire que je fais une obsession, mais est-ce qu'il y a de la séduction comme chez beaucoup d'animaux, ou est-ce qu'on a pu constater que les femelles choisissaient les mâles les plus séduisants, ou on ne sait pas? Alors, encore une fois, il faudrait beaucoup plus d'expérience de terrain. On a montré que chez les requins citrons, la femelle se plaquait au sol et faisait une sorte de danse. Vous faites très bien la danse du requin, un petit je trouve. peu. Oui. D'habitude, on fait les conférences debout, si vous voyez comme je danse. Donc, elle plante ses deux nageoires pectorales dans le sable, et puis elle fait une sorte de danse qui semble être quelque chose qui devrait attirer le mâle. Voilà. Ah, donc mais vous savez, il y a beaucoup. Elle qui On veut observe. séduire. Oui, c'est elle. Ah oui. Habituellement. Les témoignages montrent que les accouplements sont plutôt violents. Les mâles arrivent parfois plusieurs sur la même femelle, saisissent la femelle non pas par les oreilles mais par les nageoires pectorales et les mordent profondément. On voit sur cette photo de Lady Cathy, vous voyez toutes ces cicatrices, c'est des morsures qui ont été faites au cours des accouplements, parce que le mâle qui n'a pas de bras saisit la femelle, la mord, avant de s'accoupler avec elle, pour la maintenir. Donc c'est parfois très violent, et les femelles peuvent s'accoupler à 5, 6, 10 mâles de suite. On n'a pas toujours été témoin de ça. En revanche, lorsqu'on fait l'analyse génétique des petits, on a les œufs et choses comme ça, on s'aperçoit que il y a plusieurs paires pour une même portée. Donc, il y a eu plusieurs accouplements. Et certaines femelles, quand elles partent après l'accouplement, elles sont plutôt... elles ont été bien agressées, et donc elles sont parfois un petit peu fatiguées. C'est étonnant qu'elles acceptent encore, quand même, qu'il n'y ait pas un... La vie est étonnante. Oui, franchement, parce que chez beaucoup d'animaux, ça a été prouvé quand même. Il y a un minimum de séduction pour que les femelles veuillent bien, parce que là, quand vous nous le décrivez, une fois, ok, mais pas deux, hein. Mais bon. Visiblement, depuis 400 millions d'années, ça se passe comme ça, bien, et plutôt pas mal. Bon. Et pas mal, non, pas mal. Aujourd'hui, où il y a une forte prédation sur ces requins, une prédation humaine, eh bien, ce type de reproduction-là est catastrophique. Parce que, contrairement aux poissons, donc, ils ont très peu de jeunes. À chaque fois que la femelle se reproduit, elle n'a que quelques jeunes. Elle a déjà une maturité sexuelle tardive, c'est-à-dire que chez le requin blanc, par exemple, la femelle ne peut pas se reproduire avant 10 ans. Donc, il faut attendre 10 ans pour pouvoir se reproduire. Si on n'a que quelques petits, dès qu'on élimine des grands individus, on a un impact considérable sur la population. Alors que chez les poissons, les requins n'étant pas des poissons, il faut être sûr de ça, les poissons, donc comme le thon, même si on a un très fort impact sur les reproducteurs, il y a une forte chance, si on diminue la pression, que la population se régénère très vite, parce qu'ils émettent des milliers et des milliers d'œufs dans les courants, et que la réussite de ces œufs et de ces larves, qui sont surtout liées aux variations hydroclimatiques, peut permettre de reconstituer très rapidement
de la population. Chez les requins, pas du tout. Donc ce type de reproduction qui a très bien fonctionné, peu de petits, bien protégés dans l'utérus, etc., aujourd'hui est une vraie faiblesse parce qu'ils se heurtent à quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, c'est d'être, eux, prédateurs face à des plus grands prédateurs. Alors, vous dites, enfin, vous écrivez que le monde des requins, c'est vraiment un monde des sens. Et là, on rentre dans un univers incroyable avec, quand vous dites qu'ils entendent avec leur corps, qu'ils détectent la vitesse du courant. Et alors, je voudrais que vous nous parliez des sens des requins et qu'on termine avec l'électroréception qui est fascinante aussi. De ce qu'on en connaît d'ailleurs, parce que là aussi, on ne connaît pas tout pour l'instant. On ne connaît pas tout, mais les sens des requins ont été assez bien étudiés parce que un certain nombre d'espèces peuvent être mises en captivité et là on peut faire tout un tas d'expériences. Et donc on a montré, comme je le disais tout à l'heure, que la vue était un sens tout à fait secondaire, même si cela sert chez certaines espèces, comme le blanc par exemple. Les sens principaux qui permettent aux requins de percevoir leur environnement, de percevoir les autres, c'est d'abord la vibration. C'est-à-dire que le corps a tout le long du corps, il y a des récepteurs de pression, et donc la moindre différence de pression de l'eau due à un mouvement est perçue. Et ces petites cellules avec des cils qui sont extrêmement sensibles, détectent ces vibrations de très loin, de très loin, de très loin, et de partout. Ce qui fait que sans pouvoir regarder derrière, il sait parfaitement ce qu'il y a derrière, et dans un rayon qui est très important. Évidemment, il faut que les vibrations, qui sont surtout les vibrations de basse fréquence qui se propagent très loin, soient suffisamment intenses. Rayon à peu près de quoi, quand vous dites que c'est un rayon très important? En gros, suivant l'intensité de la vibration, en gros, un requin, il vous perçoit à 1 kilomètre. Ouais. Voilà. L'autre sens qui est très, très important, c'est l'odorat. Il est sensible à des quantités d'odeurs extrêmement ténues. Faut-il encore que le courant amène les odeurs vers le requin? On dit toujours que l'odorat, c'est le sens premier. Yes. Mais si l'odeur est dans le dos du requin et que le courant, et comme les requins sont, comme tous les poissons, sont toujours face au courant, ben, il ne la sentira jamais. Donc, c'est un sens qui est extrêmement efficace et qui permet, quand il est dans le bon sens du courant, de percevoir des odeurs infimes que nous ne percevons pas et que, en général, les animaux ne perçoivent pas parce qu'ils ne sont pas sensibles à des si faibles quantités de molécules. Mais si le requin n'est pas dans le bon sens du courant, il est perdu. Donc, vibration en premier, odorat en second, et la combinaison de ces deux sens leur permettent de trouver des proies à des kilomètres et des kilomètres pour peu que le courant soit dans la bonne direction. Après ça, donc l'ouïe, que je rassemblerai, qui n'est pas tout à fait la même chose. L'audition est un sens qui est intéressant aussi, mais il se combine à la perception des autres vibrations, et parce que c'est aussi dans les basses fréquences qui sont les plus efficaces. Restera un sens exceptionnel, c'est sa capacité à sentir le magnétisme terrestre et toutes les anomalies magnétiques que peuvent constituer des monts sous-marins, des volcans sous-marins, ou même les mouvements des marées et des courants qui provoquent d'infinies variations de magnétisme terrestre, ils le perçoivent. Et ainsi, ils s'orientent dans un milieu qui nous paraît homogène. Le grand bleu, ça paraît homogène, voilà. Bah pour eux, c'est pas du tout homogène. Odorat, vibration et magnétisme terrestre. Après ça, un dernier sens qui est tout à fait étonnant, c'est la perception des micro-champs électriques. Et ça leur permet de trouver des animaux marins invisibles qui peuvent être cachés sous le sable. Chaque créature vivante et chaque cellule, lorsqu'elle est en activité, à cause des différences de potentiel de membrane, émet un petit champ électrique. En deux mots,
quand on fait un électroencéphalogramme ou un électromyogramme, on mesure ces différences de champs électriques. Et nous, ça nous permet, avec nos appareils, de mesurer l'activité cellulaire du cerveau, du cœur, etc. Eh bien, le requin a des cellules qui lui permettent de ressentir ces différences, ces émissions, donc, de micro-champs électriques. Et donc, de passer sur une plaine sableuse où, semble-t-il, il n'y a rien, et de découvrir sous le sable des proies, coquillages, crustacés, poissons. Et on fait des expériences en mettant soit des piles, soit des métaux qui font anode et cathode, donc une électrolyse. Vous le cachez sous le sable, et vous voyez les raies et les requins qui arrivent et qui vont essayer de manger ce qu'ils prennent pour quelque chose de vivant. Et s'il y a des pêcheurs dans la salle ou des plongeurs qui ont vu des requins s'approcher de leur bateau, ils ne s'approchent pas n'importe où du bateau. Ils s'approchent du moteur et de l'hélice, parce que vous savez que sur les moteurs, il y a toujours une anode et une cathode pour éviter que l'hélice soit mangée avec le sel de la mer, enfin, qu'il y a une électrolyse. Et donc, lui, il sent ce microchamp électrique, il sent cette électrolyse, et donc, il prend le moteur pour quelque chose de vivant. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent de mordre les moteurs. Donc ça, c'est encore une cause d'accident, je suppose, alors, du coup. C'est une cause d'accident pour le requin, et c'est une cause merveilleuse de rencontre avec le grand requin blanc, parce que le premier qui a rencontré les grands requins blancs s'appelle André Hartmann. C'est un Sud-Africain qui était chasseur sous-marin de son métier, qui vendait son poisson sur les marchés du Cap, et qui donc allait chasser son poisson sur le territoire du Grand Banc. Il envoyait, et puis ça se passait bien comme ça. Bon. Et un jour, il garde une liche à la ceinture, le poisson saigne, un grand requin blanc le suit. André, dit, je vais remonter sur le bateau. Et le grand blanc suit André jusqu'au bateau. Jusqu'au bateau, André remonte dans le bateau, et le grand blanc arrive à l'arrière et va essayer de mordre le moteur, tête dehors. Et André Hartmann, à ce moment-là, a une réaction qui est stupide et géniale. Il pousse le requin comme ça, il pousse le nez du requin en le frottant comme ça, et là, tout d'un coup, le requin se met en pâmoison. Et il reste sur le ventre pendant quelques secondes, complètement étourdi. Il recommence plusieurs fois, et il découvre que lorsqu'on caresse vivement le museau du requin, eh bien, la caresse est tellement excitante, c'est très, très innervé cette zone-là, que les sens du requin sont saturés, et que donc, tout d'un coup, il est complètement extatique. Tiens. Et donc, c'est André Hartmann qui a fait ça la première fois. C'était dans les années 2000. On était à ce moment-là en contact avec lui. On voulait justement filmer les requins blancs librement. Et donc, on est allé en 2000 avec Yves Lefebvre et Christian Pétron filmer les requins blancs pour la première fois au monde, librement, sans cage, comme vous le voyez ici. Alors une question, puisque ces vibrations électriques, est-ce que ça ne serait pas une façon pour eux justement de communiquer? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de poissons et d'animaux d'ailleurs, les abeilles dont on parlera tout à l'heure, qui ont parmi leur façon de communiquer les vibrations électriques. Est-ce que ça pourrait être le cas des requins? Alors, je ne vais pas répondre, mais les expériences ont montré que ce sens-là n'est actif qu'à quelques dizaines de centimètres. Les expériences en aquarium ont montré que ce sens-là n'est pas actif plus loin. Et encore une fois, nous parlons des animaux marins en imaginant des choses, parce que c'est très très compliqué de traduire ce qu'on voit sur le terrain en certitude. D'abord parce que comme chaque animal est un cas particulier, une singularité, les comportements qu'il a peuvent n'être faits qu'une seule fois. Et donc le reproductible qui est nécessaire pour que statistiquement le comportement soit considéré comme faisant partie du comportement général des requins, on l'a très rarement. Et ensuite, on ne peut pas manipuler ces animaux-là. C'est très compliqué. Donc, très très peu de certitude. Et la dernière chose, ce qu'il faut
ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que sa conscience phénoménale, elle n'est pas réductible aux éléments physiques et chimiques que ses sens lui envoient. En deux mots, c'est comme moi, vous pouvez disséquer mon œil, vous pouvez compter le nombre de bâtonnets, vous pouvez compter le nombre de cônes, vous pouvez regarder la forme de mon cristallin, vous allez dire, voilà, il voit en couleur, il reçoit ça. Puis après, c'est transmis au cerveau, mais vous ne savez pas ce que je vois. Vous ne pouvez pas savoir. Le cerveau, il analyse en fonction de tout mon background. Ce que je vois, est une chose, ce que mes sens me transmettent est une chose, mais ce dont j'ai conscience est autre chose. Ma conscience phénoménale, chacun a sa conscience phénoménale propre, et encore une fois, elle n'est pas réductible aux éléments physiques et chimiques qui sont transmis par les sens. Par conséquent, nous avons déjà bien du mal à analyser ce que les sens des requins lui apportent, mais nous n'avons absolument aucune idée de l'analyse que le requin fait des informations qui lui sont transmises. Et donc, c'est très, très compliqué. Même maintenant, ce que je dis, moi, et qui me paraît clair, parce que j'ai une expérience particulière, est reçu par chacun d'entre vous de manière différente. Vous l'analysez en fonction de votre connaissance propre, de votre expérience propre, de votre savoir propre. Mais c'est pareil pour les requins. Par conséquent, je ne sais pas comment le requin perçoit le monde. Je ne sais... On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Il faudrait être cette femelle requin blanc pour savoir ce qu'elle pense. Alors, il y a une chose, en tout cas, qu'on peut savoir, c'est que ce sont des vrais athlètes. Vous citez une femelle qui a parcouru 12 240 km en 5 mois, en plongeant parfois à plus de 1000 mètres de profondeur. C'est dingue. Alors, on le savait comment? On lui avait mis une puce, je suppose. Voilà, un tag. Jusque dans les années, je dirais, 1990, les premières grandes expéditions sur les requins blancs, parce que ce sont des requins blancs dont on parle là, et une grande expédition qui avait été faite en Australie par Jean-Michel Cousteau avec la Sion, 2 années, des scientifiques, les premiers tags que l'on met, les premières balises, pardon, que l'on met sur les requins, bref, une expédition tout à fait exceptionnelle pour l'époque, dont les conclusions étaient: les requins sont relativement grégaires, peu de déplacements, les femelles plutôt côtières, les mâles plutôt larges, autour des petites îles qui sont dans le sud de l'Australie. Mais à l'époque, on ne pouvait pas mettre des balises comme aujourd'hui, qui sont des toutes petites balises qui résistent à la pression. Enfin bref, il fallait même suivre le requin qui était marqué depuis le bateau. Hein, donc c'était une aventure phénoménale. Et petit à petit, les moyens, les nouvelles techniques, les microprocesseurs, la miniaturisation des sondes que l'on peut poser sur les requins ont permis de voir que non seulement ils n'étaient pas côtiers, que non seulement ils n'étaient pas cantonnés à une toute petite région, mais qu'ils traversaient les océans. Et les premières balises qu'on a posées, les petites balises qu'on a posées sur le grand requin blanc ont montré qu'ils traversaient les océans. C'était des migrateurs transocéaniques. Mais on n'a pas montré qu'ils passaient d'un océan à l'autre. Hein. On a dit, au sein du même hémisphère, dans un même océan, il y a des migrations. Parce que les animaux marins, les requins comme les autres, ne passent pas d'un hémisphère à l'autre. Si les requins blancs du nord, là, ici, va dans l'hémisphère nord Pacifique, là on est dans le Pacifique, de la côte mexicaine jusqu'au large de Hawaï, ils vont revenir sur la côte mexicaine. Ils ne passeront pas l'équateur. Et les requins blancs de l'hémisphère sud ne monteront pas dans l'hémisphère nord. Et pourtant, les requins blancs de Méditerranée ont des ancêtres qui sont nés en Nouvelle-Zélande. Ah, ça c'est le vrai. Et oui, parce que il y a 3,5 millions d'années, et pour certains auteurs 5 millions, l'isthme de Panama était ouvert. Et donc la communication se faisait entre l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et la Méditerranée. Et comme c'était ouvert, les grands courants qui aujourd'hui tournent dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, le Gulf Stream par exemple, n'existaient pas. Ça passait. Et donc il n'y avait pas cette barrière entre les hémisphères marins de nord et sud et entre les océans. Ce qui fait que les populations de requins blancs semblent être toutes originaires de Nouvelle-Zélande et de cette région-là,
et avoir essemé au cours de grandes migrations qui se sont faites à la fin du Miocène, et puis, enfin, pendant les 10 millions d'années qui ont précédé cette fermeture, et qui font qu'aujourd'hui, les populations de requins du Pacifique Nord, du Pacifique Sud, de l'Atlantique Nord, de la Méditerranée ou de l'Atlantique Sud ne se mêlent plus. Alors, du coup, comme ils plongent à des profondeurs inouïes, où je pense que les robots ne vont pas encore, enfin, en tout cas, j'espère. Alors là, je pose vraiment une question totalement, hein, c'est un fantasme. Hein. Est-ce que, du coup, les requins ne peuvent pas se protéger de l'agressivité des humains, puisqu'ils ils nous voient venir quand même à 1 kilomètre, etc. Est-ce qu'on ne peut pas rêver qu'il y ait dans les abysses, dans des profondeurs où l'humain enfin ne va pas, une population de requins qui est en train de se refaire tranquille en disant bon, comme là-haut il y a du danger, c'est idiot ce que je dis. Trois choses. La première, nous avons des robots qui descendent jusqu'au plus profond des mers. On a des sous-marins qui descendent jusqu'au plus profond des mers. C'est très difficile à mettre en œuvre, mais ça se fait. On vient de redécouvrir l'épave de l'Endurance à 3500 mètres de profondeur en Antarctique. C'est un truc phénoménal. Bref, on a des choses qui nous permettent d'aller chercher des trésors à 5000 mètres de profondeur, enfin des trésors dans les épaves. On fait ça. Ça, c'est le premier point. Même si c'est encore une fois très difficile à aller explorer ces profondeurs et on reste lié par un ombilic. Voilà. La deuxième chose, les requins blancs n'ont pas conscience que nous les chassons. Les animaux marins, et c'est ça qui est extraordinaire, ne font pas la relation entre l'homme prédateur et le plongeur. À terre, les animaux sauvages nous fuient. Nous avons sur les épaules un héritage terrible qui est celui de toutes les civilisations qui ont en permanence agressé les animaux terrestres. Donc on ne peut pas s'approcher d'un oiseau, on ne peut pas s'approcher d'un loup, on ne peut pas s'approcher d'un sanglier, on peut pas, parce qu'ils fuient. Ils fuient là, dès qu'ils voient un truc dressé. En mer, c'est pas comme ça. La mer, l'océan, c'est le dernier territoire sauvage où on peut rencontrer les animaux marins. Ils ne nous fuient pas, ils ne font pas cette relation. Ça, c'est sûr. Le requin blanc ne fait pas la relation entre le petit bonhomme qui est là, entre moi et le pêcheur. Il n'a aucune idée de ça. Et puis, quand ils sont pêchés, de toute façon, ils ne viennent pas transmettre aux autres, attention, il y a de la pêche. Et encore une fois, pour eux, c'est un autre monde. Donc, ils ne vont pas se protéger d'une agression qu'ils ne perçoivent pas et dont ils ne perçoivent pas l'auteur. Ne confondons pas les mammifères marins qui, eux, et au moins dans certains cas, peuvent arriver à faire la relation, et ont fait la relation. Les cachalots, les baleines fuyaient les bateaux au moment de la chasse, mais ils fuyaient les moteurs, ils fuyaient les... Mais pas les humains. Et là, les requins ne fuient pas les lignes de pêche, parce que ils ne font pas cette relation entre l'humain, la prédation et la mort que nous leur causons. Par conséquent, déjà, je ne crois pas qu'il y ait de requins qui vont fuir dans telle ou telle zone. Ceux qui sont dans telle ou telle zone inaccessible, ben ils y sont parce que justement, inaccessibles, nous n'avons pas pu les pêcher. C'est-à-dire, ce sont les derniers survivants, pour certaines populations, qui ne sont pas allés là parce qu'ils ont voulu aller là, mais ils ont été épargnés là. Et on le voit aujourd'hui. Je vais prendre une histoire intéressante, celle des baleines. Les baleines, aujourd'hui, vous pouvez lire un peu partout, waouh, les baleines, maintenant elles viennent à La Réunion, maintenant elles viennent ici, maintenant elles viennent là. Non, pas du tout, elles ne viennent pas ici, elles ne viennent pas là. Elles étaient autrefois là, et les populations qui sont maintenant très abondantes depuis l'arrêt de la chasse recolonisent, reprennent le territoire global qu'elles avaient avant. Alors que il y a quelques années, on disait les baleines, elles se sont réfugiées dans cette zone. Elles ne sont pas réfugiées, c'est les derniers survivants qui étaient épargnés dans cette zone-là. Pour les requins, c'est la même chose. Les requins qui sont dans des zones isolées, ils ne sont pas allés là pour se protéger. Ils y ont été épargnés. Alors, dernière petite question avant qu'on parte, qu'on aille sur la conclusion et qu'on laisse la salle poser des questions. Vous dites qu'ils ont une assez bonne santé dans l'ensemble, qu'ils ont un problème avec les parasites, d'où l'importance des poissons nettoyeurs, et certains pourraient vivre jusqu'à 500 ans. Alors, là, il y a trois choses. Je vais régler l'histoire de 500 ans. Il y a une espèce de requin qui est ce qu'on appelle le requin du Groenland,
qui est un requin qui vit dans les eaux froides du nord de l'Arctique. Les scientifiques ont étudié ce requin, qui est un requin qui est particulièrement lent. C'est un gros requin qui peut faire 5 mètres de longueur. Et ils ont analysé le cristallin d'un certain nombre de requins qui ont été pêchés. Ce cristallin semble un bon moyen de connaître l'âge de ces animaux. Et donc les scientifiques en ont conclu que l'âge moyen des animaux qu'ils avaient pêchés et dont ils avaient analysé le cristallin était de 270 ans, et que certains individus pouvaient vivre jusqu'à 500 ans. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être pour 2 raisons, peut-être aujourd'hui un requin qui a connu Christophe Colomb. Eh oui. Non, mais ça fait ça donne une recul, idée. hein. Pardon, ça relativise les choses. 500 ans, c'est extraordinaire. Et puis les migrations. Bref, quand on regarde le monde des requins, ça nous remet à notre place. Alors, je relativise la chose. D'abord, on sait aujourd'hui que les datations, enfin, que l'estimation de l'âge, en étudiant chez les poissons les écailles, chez les cétacés les couches de dentine, chez le requin, donc le cristallin, peuvent être discutables. Nonobstant l'incertitude qu'il y a, ces requins-là vivent plusieurs centaines d'années. Et leur maturité sexuelle est elle aussi extrêmement tardive. Il faut, donc pour les mêmes scientifiques, que le requin ait une centaine d'années pour pouvoir commencer à se reproduire. Ce qui fait que si on met la moindre pression de pêche là-dessus, l'espèce risque de disparaître. Là, pour le coup, l'espèce est extrêmement fragile, parce qu'il faut attendre 100 ans pour qu'il puisse se reproduire. Il faut lui laisser le temps. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est sur le... Et sinon, je vous avais demandé s'ils avaient une bonne santé, à part les bonne parasites. Santé. Il y a et l'homme, évidemment. Une idée qui court que les requins ne sont pas sensibles au cancer. Et ça, on le lit un petit peu partout. Pourtant, on voit, même sur les récifs, on voit souvent des requins qui ont des grosses tumeurs, ce qui fait que même s'ils sont peu sensibles au cancer, ce qui est écrit un peu partout, parce que les scientifiques ont montré qu'ils avaient des gènes qui ont été dédoublés. Je ne saurais moi-même pas très bien expliquer, il faudrait lire les publications, mais je mets dans le livre la source exacte des publications. Donc, même s'ils sont peu sensibles au cancer, ils en ont, on en voit, etc. Et en revanche, les requins sont, comme beaucoup de grands animaux marins, dévorés par les parasites. Parasites de toutes sortes, des petits vers, des petits crustacés, de toutes sortes. Et ces parasites, non seulement considèrent le requin comme juste un réservoir de nourriture, il faut savoir que les grands prédateurs, c'est pas les requins, c'est ces parasites-là, mais sont cause à la fois d'épuisement du requin, parfois de perte de sens. Chez le requin dont je parlais tout à l'heure, le requin du Groenland, certains parasites se fixent sur les yeux, ils sont complètement aveugles, et aussi source d'autres maladies, parce que eux-mêmes parasites, faisant des plaies, ils introduisent des bactéries, même si les requins, et des virus, même si les requins sont peu sensibles à ça, ces parasites sont une vraie cause de mortalité chez les requins. D'où, et c'est ça qui est extraordinaire, l'importance des stations de nettoyage vers lesquelles chaque jour les requins, grands prédateurs, vont venir se faire déparasiter. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que souvent on pense que ce sont les requins qui sont les maîtres du monde, qui dirigent le récif, qui dirigent l'océan, que si on les enlève, tout va disparaître. Pas du tout. Les maîtres du monde, là, ce sont les tout petits poissons, crevettes, nettoyeurs, qui chaque jour nettoient ces requins et nettoient tous les animaux du récif. Sans ces petits nettoyeurs, infinitésimaux, c'est rien. On les remarque même pas. Et on ne les a remarqués que très récemment, parce que pour remarquer une action de nettoyage, il faut être très calme dans le récif et ça ne se voit pas en aquarium. Donc, ces petits nettoyeurs sont la clé de voûte des écosystèmes marins. Pour ceux qui ont la chance de plonger, allez voir en Méditerranée, la première plongée que vous faites,
Posez-vous sur le fond. Et tout de suite, si vous regardez attentivement, vous allez voir, non pas des requins malheureusement, mais des petits poissons qui sont verticaux comme ça, les nageoires écartées, et des petits poissons encore plus petits qui viennent les déparasiter. Ces petits nettoyeurs sont les maîtres du monde. Sans eux, les écosystèmes s'étiolent. Et dans les années où on pouvait encore faire ça, dans les années 80-90, des scientifiques australiens ont décidé de supprimer les nettoyeurs d'un certain nombre de petites parties de récifs et de compter, mois après mois, année après année, l'évolution de la quantité de poissons, de requins qui étaient sur ces récifs. Et bien, ils ont montré que les récifs qui avaient des nettoyeurs n'évoluaient pas et que ceux sans nettoyeurs voyaient disparaître non seulement une partie des espèces qui sont des espèces du large, qui ne visitent plus le récif parce qu'il n'y a pas de nettoyeur, mais un certain nombre, le nombre des individus qui s'effondrent et qu'on appelle la courbe de l'âge, enfin, les individus sont plus jeunes, moins nombreux, et les espèces moins nombreuses. Donc c'est eux les vrais piliers, et les requins en ont besoin. Bon, comme quoi le métier d'esthéticienne dans la mer, ça a de l'avenir. Alors, en conclusion, François, je vous demanderais d'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une prise de conscience enfin du drame que vivent les requins? Est-ce qu'on est un petit peu sur une bonne voie ou pas du tout? Et quelles sont pour vous les pistes de recherche les plus urgentes pour mieux connaître les requins et les réhabiliter? Prise de conscience, il semble que oui, puisqu'il y a eu tout récemment, deux choses majeures qui sont arrivées. La première, l'organisme s'appelle la CITES, qui on appelle, réglemente le commerce international, a décidé de classer 54 espèces de requins en annexe 2. Cela veut dire que le commerce international de ces animaux est réglementé. Il faut avoir une autorisation. On ne peut pas faire du commerce international impunément. Or, ce qui aujourd'hui affecte plus particulièrement les requins, c'est la pêche justement pour leurs ailerons, et qui est un grand trafic international. Bateaux de pêche français, bateaux de pêche espagnols vont vendre les ailerons de requins pêchés au cours des grandes campagnes de thon sur des marchés taïwanais ou chinois. Donc, il semble que déjà au niveau international, on commence à prendre conscience de la gravité de ce qui se passe et de l'effondrement des populations de requins. Mais attention, c'est la réglementation du commerce international. Si c'est du commerce national, moi, bateau chinois qui pêche le requin, et je le vends en Chine, c'est pas du commerce international. Je fais ce que je veux. Et si moi, bateau français, je rencontre bateau chinois en zone internationale de l'océan Pacifique, j'échange mes ailerons et c'est pas du commerce international. Sans compter le braconnage. Sans compter le braconnage. Et la pêche n'est pas interdite. Ni le commerce ni la pêche n'est interdite. C'est juste ça qui est réglementé. Deuxième chose qui est intéressante, il y a eu en Europe, et notre association Longitude 181 a beaucoup poussé pour ça, une pétition qui a réuni plus d'1 million de signatures et qui demandait l'arrêt non seulement du commerce, mais de l'aileronnage, au moins en Europe. Et comme elle a dépassé le million de signatures, la Commission européenne est obligée de s'en saisir et devrait donc, je l'espère, apporter une réponse favorable, même si on a l'habitude des retournements en matière de pêche. Et la dernière chose, formidable, un exemple formidable, la Colombie. Une plongeuse particulièrement amoureuse des requins qui s'appelle Sandra Bessudo et qui a déjà fait classer l'archipel de Malpelo au patrimoine de l'UNESCO, un archipel où il y a beaucoup de requins, eh bien, a obtenu du gouvernement colombien l'interdiction totale, non seulement du commerce, mais de la pêche de toutes les espèces de requins. La Colombie est le premier pays au monde où toute pêche des requins est interdite. C'est pas anodin, d'abord parce que exemplaire, et ensuite parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de requins qui sont en danger, soyeux, requins marteaux. Merci, parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est pas gagné quand même. Oui, hein. on parlera peut-être des pistes de recherche, mais je vais quand même laisser la salle vous poser des questions
Je prends mes lunettes. Alors, Donc, cela dit, avant, on va peut-être faire un petit applaudissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les photos que vous voyez sont celles de Pascal Cobet, et encore une fois, le petit extrait de film, c'est Didier Noireau et David Reichert au cours du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Alors, oui. Quelques réactions sur YouTube. D'abord, des félicitations et des remerciements pour la beauté des images et de la vidéo. On vous trouve, Monsieur Sarano, un merveilleux conteur. Merci pour ça. Une question sur ce que sont les requins. Si ce ne sont pas des poissons ni des mammifères, alors qu'est-ce que c'est? Et puis l'inquiétude qu'engendrent les requins perdure, puisqu'on vous demande qu'est-ce que ferait ce plongeur s'il était attaqué par le requin? Est-ce qu'il utiliserait un harpon, quelque chose? Et qu'est-ce qui préside à l'attaque? Qu'est-ce qui déclenche l'attaque du requin? Et puis, j'ajouterais une question. On remarque quand même beaucoup d'accidents, parfois mortels, autour de la Réunion. Ouais, et c'est dû à quoi? Voilà. Ça fait beaucoup de questions, là. Hein. La première, comme ça... La première, c'est qu'est-ce que le requin? Puisque ce n'est ni un poisson. C'est pas un poisson. Les requins, ce sont plutôt les poissons, ont un squelette osseux, et se sont séparés des requins et des raies et des chimères qui ont gardé un squelette cartilagineux il y a plus de 400 millions d'années. Nous, les humains, nous sommes des poissons. Nous sommes des descendants des poissons. Je simplifie un tout petit peu. Mais un poisson rouge a plus d'affinité avec nous, les mammifères, et nous, les humains, qu'il n'en a avec le requin, qui est sur une branche à part, enfin, le requin, les raies et les chimères, depuis plus de 400 millions d'années. Lorsque les premiers vertébrés qui n'avaient pas de mâchoire au début, les premiers vertébrés, comme les lamproies actuelles, n'avaient qu'un orifice couronné de dents, et ils mangeaient comme ça en aspirant. Et à un moment donné, ces vertébrés-là, autour du cou, ont à un moment donné donc acquis la mandibule et la capacité à donc avoir une mâchoire et à fermer les mâchoires. Et ils ont acquis aussi des ailerons sur les côtés, une symétrie bilatérale qui n'était plus simplement une nageoire qui enveloppait le corps, et avec une seule nageoire qui enveloppait le corps sur tout le long, le dos et le ventre. À ce moment-là, il y a eu donc ces animaux qui ont un squelette cartilagineux, ont eu en même temps une autre différenciation qui est l'ossification du squelette. Et donc la branche des poissons s'est séparée, il y a 400 millions d'années, de la branche des requins, pour toujours. Et cette branche des poissons s'est après subdivisée. On a les actinoptérygiens, ceux qui ont des doigts aux nageoires, ptérygiens les nageoires, qui sont tous les poissons que vous connaissez, la carpe, le goujon, le mérou, le thon, actinoptérygiens. Et puis il y a eu les crossoptérygiens, qui sont des nageoires en massue, qui après ont donné différents embranchements, et dont nous sommes les descendants. Voilà. Donc, différence. Maintenant, sur tout ce qui est accident. Alors, le plongeur, c'est moi. Je peux vous dire ce que j'aurais fait, et je peux vous dire ce que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. C'est être encore plus humilié, plus humble, plus respectueux, plus petit, pour que le requin enfin m'accepte et s'approche. Donc, pas de harpon, ça sert à rien du tout. Il n'y a pas d'agressivité. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas que chaque fois qu'on parle de requin, on parle d'accident. Si j'étais, moi, cavalier, voilà. Nous sommes venus faire une conférence sur l'équitation. Formidable équitation. Vous savez, le galop, le cheval sensible, la plus belle conquête de l'homme. Beaucoup plus dangereux que les requins. Enfin, formidable. Est-ce qu'on demande aux cavaliers et l'accident? Oui. Non. Eh bien, en France métropolitaine, juste en France métropolitaine, il y a 60 fois plus d'accidents qu'en un an, que l'ensemble des accidents, toute espèce de requin confondu,
dans le monde entier avec des centaines de millions de plongeurs, de nageurs, de baigneurs, de surfeurs dans les mers du monde. Je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, pourquoi tout d'un coup on focalise sur les requins? Focalisons sur les chevaux. C'est, encore une fois, 60 fois plus dangereux. 60 fois plus dangereux. Et c'est un animal magnifique, le cheval. Alors, laissez-nous trouver cet animal magnifique. Et profitons de ces rencontres incroyables, parce que lorsqu'un animal libre comme ça vous offre une audience, il vous bouleverse pour toujours. Il vous dit le monde est beau, il vous dit le monde est merveilleux, il vous dit le monde est à partager, il vous dit le monde est à aimer. C'est ça que ça dit. Arrêtons de voir ça. Alors, après ça, revenons, puisqu'on veut en parler, sur les très, 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 très rares accidents. Depuis 40 ans, il y a un organisme qui collige chacun de ces accidents. Chacun. En moyenne, chaque année, depuis une quarantaine d'années où les statistiques sont très très bien faites, il y a un peu moins, on va dire, d'une centaine d'accidents, toutes espèces confondues dans le monde. Une centaine d'accidents. Pas plus. Il n'y a aucune activité de nature qui est si peu accidentogène. Aucune. Je fais un peu d'escalade, je vous garantis que c'est beaucoup plus accidentogène. Hein, le ski, l'escalade, n'importe quoi. Donc une centaine d'accidents. Après ça, et c'est terrible, hein, il y a une dizaine d'accidents qui conduisent au décès. Une dizaine. Mais c'est aussi horrible un accident de voiture. Hein. Je veux dire, pourquoi tout d'un coup l'accident qui conduit au décès par morsure de requin devient tout d'un coup quelque chose de monstrueux et qui focalise toutes les attentions. Parce que si chaque accident où on perdait quelqu'un de proche qui est épouvantable, je reconnais que c'est épouvantable, mais si on focalisait là-dessus, il y a longtemps qu'on aurait été la bagnole. Hein. Il y a longtemps qu'on aurait arrêté les bagnoles. La cigarette, l'alcool, on voit plein de choses, on arrêterait plein de choses. Bref, la Réunion. Le cas de la Réunion. 11 accidents qui ont conduit au décès depuis 2011. C'est trop. Un seul est inexplicable. Les autres n'auraient jamais dû avoir lieu parce que les personnes n'auraient jamais dû se trouver dans cet endroit-là à ce moment-là. Il faut, alors, l'accident de Mathieu Schiller, qui était un grand surfeur, inexplicable. Ouais, oui, inexplicable. Effectivement, les conditions de surf étaient des bonnes conditions, il n'y avait rien de particulier. Un accident. Je vais traiter les deux cas. Cet accident-là, inexplicable, ben, il est inexplicable. Chaque accident est un accident particulier. On ne peut pas dire il y a eu cet accident pour ceci ou pour cela. On peut dire il y a des conditions plus ou moins favorables qui renforcent les probabilités de se mettre en face d'un individu requin qui est particulièrement fin et qui est particulièrement audacieux. Parce que chaque requin agit à sa façon, chaque requin a sa personnalité. Et donc, très rares sont les requins qui passent à l'action, qui osent mordre. Il faut que les conditions soient très favorables. Et il faut que l'animal soit particulièrement audacieux, ce qui est exceptionnel. Dans ce cas-là, visiblement, l'animal était affamé et il est passé à l'acte, il a mordu. Il n'a pas mangé. Les requins ne nous mangent pas. Les requins ne nous aiment pas. Après la morsure qu'on appelle la morsure test, aussi horrible que ce soit, c'est une morsure test, il ne revient pas. Il ne mange pas l'humain. C'est pas bon, c'est pas à son goût. Céline Lefebvre, qui est une amie qui a été, et ce coup-ci, je vais employer pour la première fois et la seule fois le mot attaque. Attaquée par un requin tigre en Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans et qui a perdu une partie de la cuisse, a été, et là c'est aussi exceptionnel, elle est moniteur de plongée, elle était en plongée avec son groupe sur un récif, le requin tigre est arrivé par derrière, tout était clair, vraiment des conditions ordinaires. Et là, il a attaqué pour manger, et il lui a enlevé un morceau de cuisse. C'est l'exemple, c'est unique au monde. C'est unique au monde. Et Céline, bien qu'elle souffre beaucoup aujourd'hui parce que la reconstruction est très douloureuse, non seulement va bien, mais témoigne
pour que on ne fasse pas, comme à La Réunion, des pêches punitives. Comme si, en punissant le requin, on allait avertir les autres. Méfiez-vous, vous risquez la peine de mort. Absurde. Bref, nous agissons de façon irrationnelle. Irrationnelle parce que nous imaginons qu'en punissant un requin, en pêchant les requins, nous allons intimider les autres. Et surtout, nous imaginons que tous les requins sont comme des boulons de 14, les mêmes, et que s'il y a un mort, l'autre va mordre. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que des singularités, que des individualités. C'est pour ça que c'est si difficile de répondre à la dernière question qui est pourquoi ? Pourquoi il y a un accident ou pas ? Il y a trois raisons. La première, c'est que, et heureusement, il y a très peu d'accidents. Et ces accidents sont perpétrés par différentes espèces, dans des conditions toutes différentes. Par conséquent, on ne peut pas tirer une leçon de tant de diversité. On ne peut juste que conclure que, au trouble, lorsqu'il a beaucoup plu à La Réunion, par exemple, et que lessiver des sols, de l'odeur, des déchets organiques viennent sur le littoral, c'est une condition pour attirer les requins, et que dans ces conditions-là, taper sur l'eau en attirant les requins, en ramenant sa planche, ça renforce la probabilité d'une mauvaise rencontre. Je rajouterais, vous le mettez dans votre livre, qu'il y a eu des accidents avec l'explosion du tourisme balnéaire, c'est qu'on a envahi leur territoire, comme on le voit pour les éléphants aujourd'hui, où il y a des accidents parce qu'on est partout. Donc il y a aussi ça, c'est que l'être humain est partout et que les pauvres animaux, il faut bien qu'ils... Bien sûr. On a un peu pris toute la place. Il y a une double chose. La première, il ne faut jamais oublier que quand il y a un accident, il y a deux acteurs. Il y a le requin et il y a l'humain. Et nous, on se focalise toujours sur le requin. Mais l'humain, dans certaines conditions, attire le requin involontairement, mais agit comme quelqu'un avec un appât pour attirer un oiseau. Quand je tape sur l'eau, comme ça, de façon irrégulière, je ramène ma planche, c'est ce que nous, plongeurs, on fait pour attirer les requins. Ces vibrations-là, qui sont arythmiques, attirent les requins. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que la personne qui ramène sa planche attire les requins. Et oui, ça les attire. Par conséquent, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous considérons, nous les humains, que la zone littorale est nôtre. Elle n'est pas nôtre. Elle est au moins à partager. Mais aujourd'hui, la société de consommation est telle que cette zone-là, qui nous appartient, devrait être sans danger. Et on demande à l'État aujourd'hui de la libérer de toutes les contraintes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes considèrent qu'il est du devoir de l'État de libérer leur zone d'activité ludique. Parce qu'aujourd'hui, on massacre les requins pour faire quoi ? Mais pour jouer, merde ! C'est pour que quelques-uns jouent sans qu'ils aient à respecter aucunement les règles de l'écosystème. Quand moi je fais de l'escalade, je respecte les règles de l'écosystème. S'il a plu et que la falaise est friable, je ne vais pas grimper. Et si je grimpe et que je tombe, que mon frein se détache, j'accuse pas la montagne. Il y a un moment donné où il faut apprendre les règles de l'écosystème. Et par conséquent, comme nous sommes des êtres raisonnables et que nous agissons en toute liberté, j'apprends, je juge de la situation, je décide en toute liberté d'aller ou de ne pas y aller. Et après ça, je prends mes propres responsabilités. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On agit en toute irresponsabilité. Et autre chose, un certain nombre de surfeurs considèrent aujourd'hui que leur entraînement est primordial et que la vague est déconnectée de l'écosystème, que cette vague est leur et que, somme toute, il est important qu'elle n'ait aucun lien avec ce qui se passe en dessous. Le phénomène sportif fait que tout d'un coup, on sort de la réalité du monde, de la réalité du terrain. Voilà pourquoi, à La Réunion en particulier, c'est pas comme ça dans les autres pays, eh bien, il y a une situation de crise. Alors, on a quelques questions, et notamment, j'avais vu notre plus jeune... Tu veux poser une question ? Bah vas-y. Pourquoi la mère requin il mange son petit parfois ?
Ah, Vadim, question reconnais que ça difficile. peut lui faire Pourquoi la mère requin mange parfois son petit? Parce que la mère requin n'est pas attachée comme ta maman est attachée à toi et toi à ta maman. Chez nous, les humains, et chez la plupart des animaux qui nous ressemblent, il y a un lien très fort qui s'établit entre la mère et ses enfants, et entre les enfants et la mère. Chez les requins, il n'y a pas cet attachement-là. Dès qu'elle a accouché, dès qu'elle a mis au monde son petit, elle est juste libérée de son petit. Et comme elle est fatiguée, elle a envie de se nourrir, elle essaye de se nourrir assez vite. C'est pour ça que les petits préfèrent rapidement quitter la zone et donc s'éloigner soit dans des zones moins profondes, soit dans des zones de mangroves où les arbres ont des racines très entrelacées et peuvent se cacher dans ces zones-là. Mais ils n'ont pas que la mer comme prédateur. Il faut savoir que les requins, avant d'être des gros prédateurs, ce sont des petits requins. Et donc ils ont les mérous, les barracudas, certaines carangues. Bon, bref, ils ont beaucoup de prédateurs, les requins. Avant d'être un gros prédateur, la plupart des animaux marins sont très fragiles. Alors, on a une autre question. Ah, attends, on va prendre le micro parce que je ne suis pas sûre qu'on entende bien. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'épigénétique, justement, chez les requins? Parce qu'il n'y a pas de transmission culturelle, effectivement, mais justement, est-ce qu'il peut y avoir pas, je dirais une appréhension, mais enfin, ou une compréhension, mais via la génétique et de transmission de génération en génération? Alors, je dirais, pas d'études. Les seules choses qu'on a pu montrer, c'est que les groupes de requins, qui sont normalement du même âge, hein, les requins grégaires se retrouvent entre eux, mais en groupe qui ont à peu près le même âge. Donc il n'y aurait pas de transmission intergénérationnelle. Mais cependant, certains de ces groupes se regroupent avec des requins qui sont plus âgés, donc qui ont des expériences qui sont plus importantes. Et sur cette observation, un certain nombre de scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir donc une transmission d'expérience des plus âgés vers les plus jeunes par imitation. C'est le seul, je veux dire, on va en rester là parce que rien d'autre n'a été fait sur cette idée de transmission. Par conséquent, il n'y a à la fois que des hypothèses, et tu vois que je suis très loin de rentrer dans le questionnement que tu poses là, parce que il faudrait d'abord suivre les individus depuis leur plus jeune âge, ce qui est très très difficile dans le milieu marin, très très difficile, et puis les suivre régulièrement au cours de leur rencontre avec les autres et de leur expérience dans le milieu. C'est impossible. Déjà avec les cachalots que nous faisons depuis maintenant plus de 10 ans, suivre les animaux depuis leur naissance au sein du même clan, et des animaux très sociaux, on connaît les affinités, on connaît les liens de parenté, où il est très difficile de montrer comment est transmise la culture, comment sont transmis les éléments de dialogue, je ne trouve pas mes mots, les éléments d'échange sonore. Alors avec les requins, c'est encore plus. On ne sait pas si c'est par imitation, c'est papa, ça c'est imitation, ou s'il y a une force d'enseignement, ou on ne sait pas. On a une autre question, madame? Par ici. Ah, vous êtes fait voler le micro. Bon, ben, oui. Allez-y. Pour revenir sur l'impact du tourisme balnéaire, je me demandais s'il y avait des régulations, parce que j'ai entendu dire, et je l'ai moi-même vécu à Tahiti, j'ai entendu dire que c'était quand même très intéressant pour des touristes de voir les poissons arriver à côté du bateau et qu'on les nourrissait. Donc il y a aussi peut-être une habitude. Et à Tahiti, par exemple, il y a des balades en bateau et on va nager avec les pointes noires et les raies. Les raies, bon, voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à faire de ce côté-là pour apprendre à respecter, justement? Alors, bien entendu. Alors, je vais modérer ce que vous dites, bien que je suis, et je le dis, on ne touche pas les animaux marins, on ne change pas leur comportement. Cependant, c'est des tiams. Aujourd'hui, seuls les gens qui ont rencontré des requins les yeux dans les yeux, seuls les gens qui ont vu des requins s'élèvent pour défendre les requins. Nous sommes très peu nombreux. Nous sommes trop peu nombreux.
Et parce que nous sommes des témoins privilégiés de ce qu'ils sont en vérité, il est important que notre nombre croisse. Peu de gens ont la chance de faire ce que je fais là. Peu de gens. Il est important qu'il y en ait plus. Mais les assurances interdisent qu'on nage, je ne sais pas pourquoi, avec leur requin blanc sans cage. C'est absurde. Donc, il y a certains endroits où, pour amener les gens à voir les requins, eh bien, on attire ces requins. On modifie leur comportement momentanément. Les requins sont des animaux formidablement opportunistes. Vous leur mettez du jus de poisson, ils viennent voir ce que c'est. Vous leur donnez à manger, ils viennent manger. Vous leur donnez à manger, ils ont envie de s'en aller, ils s'en vont. Bref, ce sont des animaux extrêmement opportunistes. Les études ont montré, sur des populations de requins bulldogs, en particulier à Playa del Carmen, où ils sont très nourris chaque année, que ce nourrissage ne changeait pas leur comportement sur l'année, leur comportement migratoire. Les requins arrivent à une période donnée et vont repartir, même ils repartent souvent mi-décembre, on ne sait pas trop quoi. Enfin, ils arrivent en novembre, ils repartent mi-décembre, ils reviennent un peu en janvier, février, puis après ils repartent. Vous pouvez laisser toute la nourriture que vous voulez, ça ne change pas leur comportement général. Ce que ça modifie, c'est leur comportement immédiat et de proximité. Lorsque les requins sont nourris, ils perdent complètement leur inhibition. C'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, qui est ce cercle, cette bulle d'intimité, ils acceptent qu'elle soit transgressée. Transgressée par les autres requins et par les plongeurs. Par conséquent, oui, à ce moment-là, le comportement est altéré, mais il est altéré momentanément. Donc, dans ces exercices-là, il peut y avoir des accidents. Aujourd'hui, il n'y en a pas, donc tant mieux, mais c'est un risque qui ne modifiera pas globalement le comportement des requins. Et l'autre chose qui est intéressante là-dedans, ce qui, moi, me fait réfléchir, c'est que ça donne une idée perverse du monde sauvage. Ici, en faisant ça, on donne l'idée à ces plongeurs que eh bien, le monde sauvage est un jouet et qui est là pour satisfaire leurs caprices. Mais, je le redis, hein, dans le cadre des requins, aujourd'hui, je suis heureux que les gens qui aient vécu cette manière un peu perverse de rencontrer les requins soient à mes côtés. Parce que vraiment, on a besoin d'eux. Vraiment, vraiment. Et donc, je suis très partagé là-dessus. Bon, je vais vous couper parce qu'on a beaucoup de questions à pas réussir à les J'ai faire une dernière toutes. question, je ne sais Ouais. pas si c'est possible. Oui, et il y avait une dame aussi qui avait Oui. demandé. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre conférence qui est très intéressante, que j'ai beaucoup appréciée, notamment sur le fait de mettre en valeur la sensibilité du requin comme étant un être sensible, qui a son individualité, qui a ses préférences. Votre question, s'il vous plaît. Alors je ma suis désolée, question, hein, parce que- elle est assez simple. Est-ce que les requins sont les seuls poissons qui ont cette capacité de pouvoir avoir cette individualité? Et si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, si les autres poissons ont aussi cette capacité, est-ce que cette protection, cette indignation que vous avez vis-à-vis de la manière de les considérer ne devrait pas être accordée aux autres poissons comme les thons, les sardines, etc., qui eux aussi apparemment pourraient avoir cette individualité, et on sait qu'aujourd'hui on n'en a pas besoin pour d'en manger pour être en bonne santé. Merci. C'est mon credo. Oui. Je suis sûr d'une chose, c'est que c'est notre myopie qui nous empêche de voir la singularité de chacune des créatures vivantes. Sûr, c'est vrai. Alors, deux choses là-dessus. D'abord, si chaque créature vivante a son identité génétique, toutes les créatures ne développent pas une personnalité très marquée. Parce qu'elle est encore une fois fonction de la durée de vie. Si j'ai une durée de vie d'éphémère, ben, je n'ai pas beaucoup le temps de faire croître ma personnalité. Et si je n'ai pas de mémoire et si je n'ai pas d'analyse, voilà. Une limace ne développe pas une personnalité phénoménale, même si chaque limace vit sa laitue particulière, vit son expérience particulière. Bref, oui, chaque individu a une identité génétique, c'est sûr. Les individus à durée de vie longue et à capacité d'analyse, et encore une fois je reviens là-dessus, développent des personnalités fortes. Chez les cachalots avec lesquels nous travaillons, c'est phénoménal. Enfin, on est saisi de voir à quel point cette construction de la personnalité, de leur monde propre, est proche d'une autre. Et donc je me dis, c'est parce qu'aujourd'hui nous prêtons attention aux requins,
au cachalot que nous découvrons ces personnalités, par conséquent qu'il faut y faire attention, et on devrait y faire attention chez les autres. Et ce que je me dis, moi, qui suis quelqu'un qui mange, comme chacun d'entre nous, quelqu'un qui exploite, comme chacun d'entre nous, même s'il essaye de réduire sa consommation et de nourriture, en tout cas de viande, etc., je me dis, la chose importante, c'est au moins d'avoir de la considération pour chacun de ces êtres uniques, irremplaçables, parce qu'ils sont singuliers. Et que chaque fois que je dois effacer une vie, si je dois manger, je dois réfléchir à j'efface cette vie et je sais pourquoi je l'efface. Ça me paraît important. Parce que je pense que nous ne pouvons pas faire autrement que d'être des animaux comme les autres et de s'insérer dans l'écosystème mondial. Et je ne veux pas qu'on sorte de l'écosystème mondial. Nous, les humains, avons, je vois votre mouvement de main, je crois vraiment que nous, les humains, avons un talent particulier qui est celui d'avoir cette conscience globale de la diversité des espèces, de l'histoire de l'univers, bref, de cette conscience-là, ce qui nous donne une liberté, puisque nous agissons en conscience, que le requin blanc n'a pas quand il mange une otarie. Il n'a pas conscience qu'il donne la mort, que la mort est irréversible. Par conséquent, il n'y a pas de liberté de choix, je mange pas. Nous, on a la liberté d'écrabouiller ou de respecter. Nous sommes face à cette liberté, que chacun de nous l'exerce en réfléchissant et en ayant de la considération pour chacun des êtres vivants. Voilà. François, on va passer à la dernière question, parce que là, on passe sur un autre débat. Ouais, moi, en tant que végétarienne, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais... Alors, la dernière question. Là, comme là, le réchauffement climatique est de pire en pire, avec le réchauffement des eaux qui s'accentue, comment le requin peut survivre avec ça, en fait? Alors, le réchauffement climatique rebat complètement les cartes des écosystèmes marins. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel des animaux marins, hors les requins, les raies et les mammifères, a une reproduction avec des œufs qui sont dans le plancton et qui sont à la merci des variations hydroclimatiques, et en particulier des variations de température et de densité de l'eau qui est liée à la température. Donc les écosystèmes vont complètement changer. Les requins sont dans un autre cas. Les requins, eux, ne sont pas aussi sensibles aux variations hydroclimatiques. Et les requins sont des grands opportunistes. Quand on leur ouvre un territoire parce que les eaux y sont plus chaudes et plus favorables, eh bien, ils s'y installent. Et on voit aujourd'hui des régions où les requins ne se reproduisaient pas, ils ne faisaient que des incursions, où ils s'installent et ils s'y reproduisent. Les animaux marins qui ont la capacité à se déplacer, se déplacent. Nous avons construit un monde qui est un monde de position géographique. On a décidé qu'ici, telle latitude, telle longitude, c'était chez moi. Et on fait des barrières, et on s'installe au bord de côte, et ici c'est là, et on ne va pas bouger. Le monde du vivant, il ne fait pas ça. Le monde du vivant, c'est un monde dynamique et en perpétuel mouvement. En perpétuel mouvement. Les chênes, les végétaux, les animaux, les insectes, les oiseaux, en permanence, ils essayent, ils explorent des territoires. Les animaux sont en général des explorateurs qui tentent toujours d'aller autour le plus loin possible. Voilà. Donc, les requins, aujourd'hui, conquièrent des territoires qui sont des territoires nouveaux à leur portée. Et dans les zones où ils sont moins bien, ils les quittent et ils sont remplacés par d'autres qui trouvent leur compte. Bref, en mer, contrairement à la terre, il y a beaucoup plus de facilité de déplacement et les animaux marins jouent sur cette notion d'environnement favorable beaucoup plus facilement que les animaux terrestres qui se voient confrontés à nos frontières, à nos barrières et aux zones qu'on a cultivées et qu'on ne leur offre plus. Écoutez, ça va être quand même la conclusion, parce que sinon on ne va pas pouvoir dédicacer votre livre, parce que je pense que beaucoup d'entre vous voudront acheter ce livre. Vous avez énormément... une toute petite question, alors François, vraiment, hein, parce que sinon... Alors, on ne vous entend pas. Fort.
On n'a pas de micro et un masque, c'est pas possible. Alors, ce sera la dernière question. Ce sera vraiment puis... la dernière, oui, parce qu'on a vraiment dépassé le temps. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ou qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour éviter justement toutes ces barbaries sur les animaux, aussi bien sur les requins que les autres, hein. Être exemplaire, communiquer. Si vous êtes un prescripteur, eh bien, parlez aux gens qui sont autour de vous. Militez au sein d'associations. Rejoignez l'association Longitude 181. Allez chez Sea Shepherd, Greenpeace, des associations qui s'engagent sur le terrain. L'action est difficile. Ça fait 20 ans qu'on a une association, avec mon épouse, on a monté une association qui s'appelle Longitude 181. On fait le bilan après 20 ans de travail. En dehors de la protection, j'insiste là-dessus, c'est une victoire formidable pour les requins. C'est nous, la petite association de rien du tout, qui a forcé le gouvernement polynésien de mettre tous les requins de Polynésie française en protégés, en espèces protégées. On ne pêche pas les requins en Polynésie. C'est un succès qui a été obtenu par notre association Longitude 81 entre 2004 et 2007. Aujourd'hui, tous espèces protégées. Mais sinon, on s'aperçoit que c'est bien difficile de faire changer chacun d'entre nous. D'ailleurs, ici, nous n'avons pas tout à fait la même opinion sur le respect à l'égard des autres, hein. On voit dans les différents mouvements qui peuvent être ceux qui sont strictement végétaliens, végétariens, et que cette conscience-là met des curseurs à des niveaux qui sont différents, mais dans l'ensemble, on peut largement, sans avoir à débattre sur être végétarien, on peut diminuer largement notre curseur de consommation, et en particulier de protéines animales, vraiment, vraiment, vraiment énormément, et de consommation en général. Parce qu'on se focalise sur la consommation des requins en barquette ou des trucs comme ça, mais globalement, l'altération du monde par notre consommation de téléphones portables et d'autres choses est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire en diminuant la consommation de ceci ou de cela, hein, de nourriture, ou en essayant des pétitions pour les requins. Donc, oui, être exemplaire en essayant de trouver du bien-être dans la relation avec l'autre et non pas dans la consommation. Merci. Merci beaucoup, François Sarano. Et un des moyens aussi, c'est de faire évoluer la connaissance. Et vous faites partie justement de ceux qui bougent pour que la connaissance évolue. C'est très important. Donc, on va retrouver François Sarano en dédicace juste à la sortie de la salle avec son livre Au nom des requins chez Actes Sud, où on apprend plein de choses sur ces animaux magnifiques. Merci encore, François. À tout à l'heure.